Good Morning Business. Le débat. Et avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel ce matin, on parle de la pauvreté. 14,6% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2020. Et visiblement, Nicolas Dose, cette crise n'a pas aggravé la pauvreté en France. Ça va contre le bruit ambiant, mais c'est exactement ce que dit l'étude de l'INSEE d'hier. En 2019 comme en 2020, on a 9 300 000 personnes qui sont en dessous de 1 063 € par mois, qui est donc le seuil de pauvreté. Le mot pauvreté, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément à la rue quand même. L'INSEE constate également que le niveau de vie a augmenté en 2020, alors que l'économie faisait moins 8%, plus 1,1% pour le revenu disponible, plus 0,6% pour le pouvoir d'achat. L'INSEE a aussi regardé des données bancaires et constaté que le découvert bancaire est en repli. Il y a moins de personnes qui sont en découvert et même le montant moyen des découverts recule. On constate exactement la même chose sur le surendettement des ménages. Ça, c'est un chiffre Banque de France qui a baissé. Et donc, si vous posez la question à des gens comme ça au tout venant, ils vont presque sur chaque point vous dire exactement le contraire. Bien sûr. Et alors, on se demande toujours, mais comment il peut y avoir un tel décalage entre ce que disent les chiffres et le bruit général, la musique qui circule? Les associations qui avaient parlé d'1 million de personnes qui avaient basculé dans la pauvreté. Et alors justement, c'est très intéressant quand on lit l'étude de l'INSEE, qui d'ailleurs, de manière assez exceptionnelle, s'accompagne d'une sorte d'éditorial de Jean-Luc Tavernier, son directeur général, c'est pas courant. Et alors, bon, il y a d'abord un prisme naturel, on est plus sensible aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Ce qui fleurit sur Internet, c'est plus les théories de la catastrophe et les idées noires que les visions bienheureuses et les raisons d'espérer. Après, il y a quand même une responsabilité des médias. Octobre 2020, Le Monde, titre. C'est ça. Covid fait 1 million de pauvres en plus. Bah, là, vous voyez ça, la messe est dite. Hein. Oui, sauf que l'article, c'était pas Covid fait 1 million de pauvres en plus. C'était nous avons rencontré les associations qui sont très inquiètes et qui se demandent si éventuellement il va pas y avoir des pauvres en plus. Sauf que ça s'est pas produit. Mais le titre affirmatif clôt le débat. Et là, vous installez des idées fausses. De la même manière, on peut dire qu'il y a une responsabilité du débat politique. Quand on est dans l'opposition, le sport normal, c'est de taper sur l'exécutif et généralement, on l'accuse d'avoir creusé les inégalités, même si c'est pas vrai. Mais dans ces cas-là, effectivement, vous finissez par avoir une idée qui infuse. Et puis, l'INSEE rappelle, là on est sur des biais plus techniques, nous avons fait cette étude uniquement à partir des revenus déclarés. Oui. La moyenne, c'est une moyenne, et n'est évidemment la réalité de personne, probablement pas la réalité de beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. Et puis, il y a toute la question des dépenses contraintes, qui n'entrent pas dans les revenus, parce que là ça porte sur les revenus, mais qui grèvent les revenus et ces dépenses contraintes ont augmenté. C'est toujours difficile d'expliquer de manière rationnelle, ce qui est assez irrationnel, cet écart entre les chiffres et le ressenti. Jean-Marc Daniel. Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, que je partage largement, d'abord il faut bien insister sur le fait que cette définition de la pauvreté est en fait une définition d'inégalité. C'est pas de la pauvreté absolue, c'est pas un montant de pouvoir d'achat dont on a à la disposition. Quand l'INSEE a commencé à faire ses calculs, d'ailleurs, le seuil de pauvreté a été à l'équivalent de 470 €. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution de ce qu'est un pauvre. Un pauvre maintenant a 2,5 fois plus de pouvoir d'achat qu'un pauvre de 1970. Donc ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les conséquences de la contraction de l'activité économique ont été absorbées à hauteur de 80% par de la dette publique et à hauteur de 20% par de la dette d'entreprise, c'est-à-dire par de la destruction de fonds propres. Les ménages n'ont pas du tout été touchés dans le revenu, ils ont été touchés en tant qu'individus. Il y a quand même eu plus de 120 000 personnes qui sont mortes. Mais ils n'ont pas été touchés en tant que porteurs de revenus, en tant qu'entité économique. La conséquence de ça, c'est que quand vous avez un tel décalage entre le pouvoir d'achat a augmenté et la réalité productive, eh bien, vous avez un taux d'épargne qui augmente, ce qui a été le cas, et surtout un taux d'importation qui augmente, donc un déficit extérieur qui se creuse. Et donc, par rapport aux prévisions qui avaient été faites, je pense qu'il y a 3 erreurs qui ont été commises et qui ont été infirmées. La première, c'est cette idée qu'effectivement, il y allait y avoir un nombre de faillites considérables. Souvenez-vous, même le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, disait à l'automne dernier, le pire est devant nous. C'est-à-dire, on va vers le tsunami. Le vrai tsunami, on l'attend. Alors, jusqu'à présent, il n'est pas arrivé, et il n'arrivera probablement pas, et on a retrouvé le niveau de production de 2019. Donc, il y avait un pessimisme qui était lié au fait que cette crise était tout à fait originale, tout à fait exceptionnelle, tout à fait inédite, et donc, à partir de ce moment-là, on nourrissait des commentaires qui étaient eux-mêmes assez approximatifs. La deuxième leçon à tirer, c'est que les instances européennes ont bien fonctionné, parce que on a pu faire des déficits budgétaires dans le cadre des tels qu'ils sont, et c'est pas la peine non plus de tout vouloir remettre sur la table. Et puis le troisième élément,
effectivement, c'est qu'il va falloir maintenant remettre de l'ordre à la fois dans les finances publiques et aussi dans la vie quotidienne des gens. On ne peut pas vivre durablement au-dessus de notre capacité productive. Donc il va falloir travailler. Parce que quoi qu'il en coûte... On le redit, Jean-Marc. Quoi qu'il en coûte, évidemment, n'est pas éternel. Et d'ailleurs, Jean-Luc Tavernier accorde une interview aux Parisiens ce matin. Il dit s'il n'y avait pas eu quoi qu'il en coûte. Oui. Et en plus de 2 milliards 200 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour les 30% des ménages les plus pauvres, versés entre juin et novembre, on avait 400 000 pauvres de plus. Là, on n'avait pas 1 million, hein. On avait 400 000 pauvres de plus, nous dit-il. Le taux de pauvreté passait donc de 14,6% à 15,2%. Voilà pour ce rapport donc de l'INSEE paru ce matin qui va à contre-courant des idées reçues, relayées en tout cas depuis certains mois. Merci beaucoup messieurs, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose avec nous sur BFM Business.